Caribou, paix et amour sur vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule Devenir le parent de nos parents. Donc là, pourquoi j'ai choisi cette thématique? C'est parce qu'on parle souvent de charge mentale avec les enfants, de charge mentale dans la vie conjugale, de charge mentale dans le métro, boulot, dodo, etc. Mais trop peu d'une chose qui devient de plus en plus fréquente, c'est-à-dire prendre en charge nos parents. Parce que là, il y a une génération qui passe, il y a un cycle qui se fait, et notamment si si vous êtes né dans les années 80-90, donc la génération Y, on peut voir que nos parents commencent à prendre de l'âge, que certains deviennent de plus en plus dépendants, et comment on gère ça? Parce que ce n'est pas une chose à laquelle on a été habitué, ce n'est pas des choses que l'on a pu voir. La majorité d'entre nous ont eu leurs grands-parents au pays. Donc voilà, on sait que oui, il fallait envoyer de l'argent, il fallait s'occuper d'eux, etc. Mais ce n'est pas une prise en charge qui est là, quotidienne, comme on peut le vivre maintenant. Du coup, je trouvais que c'était un sujet qui était important à aborder, parce que ça aussi, du coup, ça fait partie de l'équilibre du foyer, que ce soit avec le travail, avec la famille, avec nos parents, et comment on chemine dans l'amour de soi avec tout ça. Donc moi, vous me connaissez, c'est Amel, coach professionnel, mais surtout intuitive, comme j'aime le dire, parce que certes, je suis certifiée, donc il y a les diplômes, les certifications, mais l'école de la vie, c'est mieux et c'est ce qui a le plus appris. Donc j'accompagne les femmes à guérir de leur amour-propre avant le burn-out et à trouver un équilibre dans la vie professionnelle et personnelle. Donc aujourd'hui, je suis avec Cindy Nia, je te laisse te Hello. présenter. Hello, moi c'est Cindy, fondatrice de NIA Conseil. Donc c'est une structure qui accompagne les aidants, tous ceux qui s'occupent de leurs parents principalement, que ce soit des parents âgés, dépendants, malades ou atteints de cancer ou en situation de handicap. D'accord, ok. Et du coup, je propose des conseils, ateliers et formations pour se préparer à aider le plus sereinement son proche au quotidien. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, la structure, je l'ai lancée depuis 2020 et il n'y a que depuis cette année que je commence vraiment à travailler dessus, puisque j'ai D'accord. moi-même été aidante. J'ai mis Hmm. un petit peu en stand-by l'entreprise. Voilà. D'accord. Alors là, si tu veux bien, on va commencer par le parcours pro un peu. Je te laisse parler de ton parcours professionnel. Ok, alors moi, mon parcours professionnel, j'ai commencé, moi je suis issue du secteur sanitaire et social. Mhm. J'ai commencé avec un BEP, carrière sanitaire et sociale, et j'ai été jusqu'au master, toujours dans le secteur de la santé, pour la gestion des établissements type maison de retraite, crèche et autres. Mhm. Et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai pris des postes de direction, notamment en remplaçant les directeurs en EHPA, donc Mhm. résidence autonomie. C'est des établissements qui sont non médicalisés pour les personnes âgées. Et ensuite, j'ai été aussi adjointe en EHPAD, du coup avec le D'accord. D, là où il y a plus grosse dépendance. Et à force en fait de voir les problématiques autour des familles, je me suis dit que j'allais me lancer à mon compte Mhm. parce qu'il y avait un véritable besoin. Ok, d'accord. Du coup, la première question, c'est dans ton parcours pro, quelle est la première difficulté que tu as pu observer auprès des familles, justement, quand elles commencent à prendre en charge leurs parents? Les premières difficultés, je les ai rencontrées assez tôt. Quand je commençais à travailler en tant qu'aide à domicile en période de BEP, en fait, systématiquement, les familles, elles me disaient qu'elles étaient perdues, larguées, toutes seules, qu'elles ne savaient pas par où commencer. Et ça, c'est les problématiques classiques que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours, en fait. Mhm. Chaque famille, c'est souvent ce qui revenait le plus. L'impression de solitude, l'impression de ne pas avoir été écouté, entendu ou aidé, accompagné, en fait. Ça, c'est vraiment les choses qui revenaient le plus chez les familles. En plus d'accompagner son parent qui est soit dépendant. Moi, c'était plus les personnes âgées, donc du coup, perte d'autonomie, quoi. Et Ouais. arriver à la fin de vie. Donc toute la charge émotionnelle qu'on peut avoir aussi. Ouais, donc elles étaient autant perdues émotionnellement que dans les démarches concrètes Administratif, ouais.
qu'est-ce qu'on peut faire, etc., quoi. Et ça se ressentait parce que du coup, on entendait la peur, on voyait l'inquiétude, la fatigue, enfin voilà, toute cette pression et la charge qu'ils peuvent avoir sur leurs épaules aussi. Ouais, et du coup, je l'ai vu ouais, dès le BEP, Ok, création d'accord. hypersociale. Ah ouais, quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Et généralement, à partir de quand l'enfant, on est adulte maintenant, mais comment on peut les appeler, les aidants? Les aidants. D'accord. Il y a À part... plusieurs termes, hein. Il y a aidants familiaux, Mhm. aidants naturels, ouais, aidants non professionnels aussi. D'accord. Donc là, ce sera aidants familiaux, du coup. Aidants familiaux, moi Ouais. j'aime bien. Du coup, à partir de quand les aidants familiaux prennent conscience que il faut déléguer le rôle? Un professionnel. Ouais. Déjà, il y a la prise de conscience qu'on est aidant. Mhm. C'est pas tout de suite parce que, comme le nom le dit, aidant naturel pour la société, c'est considéré comme beaucoup quelque chose de naturel. Oui. Prendre soin de son parent, on va dire que c'est naturel, ou alors il y en a qui vont dire que c'est une obligation ou qui vont le faire par loyauté. Donc, découvrir qu'il y a un statut, franchement, c'est très tardivement qu'on le sait. C'est soit en faisant des recherches, soit en parlant avec les professionnels qui vont, eux, nous donner ce statut d'aidants familiaux, qui vont nous expliquer qu'on est aidant. Et à partir du quand on commence à déléguer, généralement, c'est vraiment quand on commence à être épuisé. Quand on commence à être épuisé, fatigué, que la prise en charge du parent elle devient lourde, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de soins, il faut beaucoup de main-d'œuvre pour, par exemple, mobiliser son proche, pour l'aider à faire sa toilette, s'habiller, se laver. Enfin, voilà, il y a besoin d'un investissement en plus parce que généralement les aidants aussi travaillent. Donc, ça fait une charge en plus. Donc, Ouais. et il faut aussi identifier le parcours, en fait, bien identifier le parcours des aides. Et après, on commence à avoir des aides humaines qui viennent apporter soutien. Mais Ok. ça vient quand même assez tardivement si on n'est pas accompagné, surtout. Ouais, là, tu me fais penser à une question que j'avais pas forcément écrite, mais est-ce qu'on est forcément entouré? Franchement, non. Euh, Moi, de ce que je vois et de ce que j'ai vécu, tous les aidants. Alors, ce qui va être vraiment l'élément déclencheur, ça va être un passage chez le médecin. Ok. C'est vraiment là où, en général, le médecin il va dire qu'il y a une pathologie, un problème de santé, ou alors il y a eu un accident. Donc, oui, les fonctions physiques, elles sont un peu altérées. Et là, oui, on se rend compte qu'on est aidant. Mais c'est pas forcément systématique. Tout le monde ne passe pas forcément par le circuit hôpital, donc ne passe Mhm. pas forcément C'est par ça, ouais. une assistante sociale. Donc c'est difficile encore plus d'identifier les différents acteurs, c'est difficile de Mhm. savoir qui fait quoi, qui Mhm. va m'aider, vers qui je me Ouais. tourne. En fait, c'est vraiment arriver dans un océan, dans un désert total et se dire par où je commence en fait. Mhm. Par là, par là, par là, mais c'est quoi les directions et où je vais surtout. Donc, moi, je trouve que le parcours pour les aidants, il est très compliqué. Et en général, après, oui, ça va être prendre conscience avec les médecins. Les médecins, quand ils peuvent, des fois, ils orientent, Mhm. mais c'est pas systématique. Donc, il y a un petit moment de flou quand même. Il y a un petit Ouais. moment de flou si on n'a pas vu un médecin ou une assistante sociale. Ouais, ça, je me disais, parce que tu l'as bien soulevé, on passe pas toujours par l'hôpital. C'est pas toujours de grosses maladies. Donc, c'est juste, on voit que l'État est de plus en plus Exactement. dépendant. Mais en soi, on se dit, bon, c'est rien de grave. Comme tu dis, à cette aide naturelle qui se fait, on se dit, ben, c'est la vie. Donc, ça suit son cours. Et au bout d'un moment, ben, tu te dis, non, j'aurais peut-être besoin d'aide. Mais c'est ça. Et il n'y a pas d'âge aussi. Ça peut arriver, enfin, c'est une perturbation qui peut arriver à tout moment. Mhm. Un chamboulement, ça vient du jour au lendemain. C'est pas forcément une maladie, mais ça peut être un accident et tu deviens aidant. Ça peut être, oui, le cas de cancer où on te diagnostique que ton proche il a un cancer. Ça peut être la perte d'autonomie naturelle, le vieillissement, ou ça peut être une maladie comme Alzheimer ou des choses comme ça. Donc, tous ces symptômes-là, déjà, la famille l'identifie progressivement si c'est dans le cas d'une maladie et brutalement si c'est dans le cas d'un accident. Donc ça Ouais. aussi, ça change encore et ça demande de l'adaptation. Ok, d'accord. Oui, et du coup, est-ce que tu trouves, enfin, est-ce que tu as pu observer que le parcours psychologique des racisés, des afrodescendants est différent? Parce que culturellement, par exemple, il n'y a pas la maison de retraite ou tout ça.
Donc peut-être que comme on disait, l'aidant naturel est peut-être un peu plus ancré. Et est-ce que tu as pu trouver une différence dans la prise en charge ou dans les questionnements? Alors moi, ce que je constate, c'est que il y a différents profils. Mhm. Euh, il y a le profil un peu plus occidental où, voilà, on va tout de suite chercher à mettre en place les aides, le financement, parce que voilà, on est habitué à se dire qu'il y a un système en fait. Il y a un D'accord. système, donc naturellement, on va s'ancrer dans ce système-là, à chercher des aides, à chercher des aides matérielles, des aides financières, et ça devient beaucoup plus naturel. Mhm. Alors que pour le côté, je trouve un peu plus afro-caribéen, on va se dire, bah, c'est naturel, donc moi je m'occupe de mon parent, Mhm. je vais me débrouiller jusqu'au jour où j'en peux plus, et là après je vais Ah, aller ouais. chercher de l'aide. Mhm. Et il y a aussi le fait de se dire que bah voilà, aider c'est naturel, donc bah, moi je le fais, je me débrouille. Il y a le côté aussi un peu tabou de se dire non, je ne mettrai pas mon proche en maison de retraite. Il y a le fait d'accepter la maladie parce que Mhm. j'entends encore beaucoup de cultures où avoir la maladie, comme par exemple Alzheimer, c'est impossible. T'as pas Ah ouais? Alzheimer ou t'as pas Alzheimer, on t'a fait quelque chose ou Ah c'est pas possible que ça soit ouais. naturel. D'accord. Donc déjà accepter qu'il y ait ce type de pathologie à son proche dans certaines cultures, c'est inconcevable. Mhm. Et après, il y a aussi ben, la famille qui veut prendre part aux décisions. Mhm. Donc il faut se consulter, il faut se réunir, il faut Ouais. voilà. Alors que dans le côté occidental, on va être beaucoup plus ok, on fait confiance à quelqu'un, à un professionnel, on va beaucoup plus facilement déléguer, on va beaucoup plus facilement se laisser conduire, accompagner parce que voilà, soit le professionnel il est là pour ça. Alors que dans d'autres cultures, ça va être beaucoup plus, on gère ça en interne et Mhm. voilà, on avance comme ça. Et après, quand on voit, soit il y a trop de pots cassés ou soit on n'arrive plus, là, on va demander de l'aide. Je ne sais pas si c'est compliqué, oui. Après, je ne sais pas si c'est une question de pudeur ou de tabou, ou voilà, de vouloir faire honneur ou de prendre soin. Mais oui, l'aspect culturel prend beaucoup en compte. Il y a plusieurs situations, il y a plusieurs familles. Donc, il y a aussi le. Est-ce qu'on est prêt? Mhm. Est-ce que on a vu nos proches aider nos proches? Est-ce que, enfin voilà, il y a un peu tout cet historique à prendre en considération, je pense, Mhm. qui joue beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs en fait, et ça, peu importe qu'on soit de culture occidentale ou qu'on soit de culture afro-caribéenne. Franchement, Ouais. ça dépend vraiment de la cellule familiale. Ça D'accord. dépend de beaucoup de facteurs. Pour Alzheimer, j'aurais pas cru par contre. Enfin, c'est tellement une maladie connue. Pour d'autres maladies, oui, ça m'étonnerait pas. Mais l'Alzheimer, j'aurais pas pensé. Alzheimer, justement, hier, je parlais avec une aidante que j'ai accompagnée et justement, on se disait ça en fait. Elle me disait que sa famille avait du mal à accepter que sa maman avait Alzheimer Mhm. parce que pour eux, ça n'existe pas. Et alors, ils étaient un peu dans ce déni de Mhm. dire oui, mais ça va passer, c'est des petits trucs, peut-être c'est une dépression, peut-être que Mhm. voilà, c'est autre chose. Sachant que Alzheimer, il y a plusieurs stades. Donc oui, Oui. au début, bon, voilà, au stade 1, on peut se dire, bon, ça va, c'est des petites erreurs, c'est des petits oublis, c'est des petites choses comme ça. Donc on va un peu banaliser Mhm. la chose. Et après, c'est avec les difficultés qu'on va se rendre compte que là, il y a un problème et dire, Mhm. ah, mais il faut trouver quelque chose. Et après, le passage en maison de retraite, non, il est encore très difficile Oui. pour Ouais. beaucoup de cultures. Et même, je pense que, de toute façon, dans 78% des cas, les familles veulent garder leurs proches à domicile. Tout Mhm. le monde, et la personne malade, elle aussi, elle préfère rester à domicile. Mhm. Le parent, enfin, c'est son environnement, c'est sa Parle un peu plus sécurité. fort, du coup. C'est son environnement et c'est sa sécurité. Ouais. Euh, le passage en maison de retraite, c'est vraiment quand il y a une grosse dépendance, où il y a de l'insécurité, où il y a un éloignement familial qui fait que ouais, il faut mettre la personne en établissement ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un contexte. Mhm. Ou alors c'est parce que la personne elle va avoir besoin de liens sociaux, d'activités, de voir du monde. Enfin voilà, c'est pas systématique. La plupart du temps, les familles préfèrent garder leurs proches à domicile, même si ça peut être compliqué et c'est une autre organisation. Mhm. Ouais. Et tu as parlé aussi de... ça dépend si les familles ont observé ça autour d'eux. Mais est-ce que tu penses que même en l'ayant observé, comment dire,
tu as les, non, je dirais pas les épaules, mais les Ouais, les outils. connaissances, les outils. Parce que générationnellement, c'est quand même différent. Par exemple, moi, j'ai vu ma mère s'occuper de ma grand-mère. Donc, c'est une chose à laquelle, dans ma tête, je me suis toujours préparée. Parce que c'est même pour ça qu'on est rentré vivre au pays et tout. Donc, j'ai vraiment vu, enfin, j'ai même vu ma vie changer pour ça. Tu vois, on est parti au pays pour ça. On a laissé mon père et mes frères et tout ça. Mais encore une fois, c'était au pays, c'était vraiment dans la tradition. C'est-à-dire que ma mère, elle a laissé ce travail, elle est partie au pays, elle était H24 avec ma Forcément. grand-mère. Et voilà, il y avait toutes ces aides-là. Mais moi, demain, en fait, et c'est en échangeant avec toi que j'ai pris conscience de ça, je me dis, demain, il faut aider mes parents. Je sais que le mental, il est là par contre, parce que j'ai grandi dans ça, j'ai vu ma mère faire la toilette à ma grand-mère et tout, il y a des choses, je suis préparée, j'ai vu. Mais je me dis, si ça m'arrive en France, en vrai, non, je ne suis pas préparée. Là, je peux pas laisser mon travail, je peux pas faire ça. Je sais pas. Ouais, Je... c'est une très grosse problématique et c'est bien de le soulever. Déjà, il faut savoir que la plupart des aidants, c'est des femmes. Hmm. Naturellement, encore une fois, Ouais. la femme va être dans le prendre soin de ses proches, dans le côté un peu plus peut-être avenant. Enfin voilà, historiquement parlant, avant qu'il y ait toutes ces aides qui soient mises en place, c'était les femmes ou la solidarité sociale qui aidait les malades. Mais Hmm. enfin, on le voit par exemple en France, c'était les bonnes sœurs qui s'occupaient des malades, des Hmm. lépreux et des choses comme ça. Et même dans la cellule familiale, ça a toujours été la femme qui s'occupait de ses parents. Donc c'est pour ça Hmm. qu'il y a plus de 54% des aidants qui sont des femmes. Le fait d'avoir vécu, de l'avoir vu, ça aide à se préparer, mais en soi, quand ça t'arrive, t'es jamais préparé. Hmm. Parce qu'il y a de l'émotion, il y a ton proche, il y a le fait de voir la dégradation de l'état de santé de ton proche. C'est pour ça que je propose des formations pour se préparer et avoir beaucoup tous ces outils pour avoir de l'assurance et être beaucoup plus serein. C'est pas évident. Il y a beaucoup de pôles à gérer. Et la charge émotionnelle, elle est là. Et moi, mon but, en fait, je me dis avec mes formations, c'est de réduire tout ça et d'être vraiment dans quelque chose d'un peu plus pragmatique. Ok, parce que j'aurais déjà entendu, ok, il y a telle situation qui va m'arriver, il y a telle chose qui va m'arriver, ça peut être de l'agressivité, ça peut être prévenir la sécurité de l'environnement, Hmm. ça peut être comment j'aide mon proche à faire sa toilette. Il y a plein de choses, la communication, gérer les conflits, gérer les craintes, les appréhensions, se gérer soi-même aussi, Ouais. parce que c'est un tout. C'est Hmm. un tout, c'est une belle responsabilité, comme je le dis. Euh, et après, c'est aussi, encore une fois, c'est propre à chaque aidant. Chaque personne est différente. Peut-être que toi, tu te sens prête et peut-être que dans ta famille, il y en a qui vont dire, moi, je suis désolée, mais Hmm. c'est plus fort que moi parce qu'il y a aussi la sensibilité, il y a Oui, aussi le c'est vrai. rapport qu'on a avec le proche. Est-ce qu'on avait une relation saine? Est-ce qu'on avait une relation conflictuelle? Donc, tout ça aussi, c'est un tout qu'il faut prendre en considération et bah, c'est ce qui va donner la force, soit de faire ou soit qui va faire qu'on va prendre un petit peu de recul. Mais après, si tu es tout seul à être aidant de ton parent, tu le feras et à bras le corps, tu vas y arriver. Ouais. Franchement, ouais. Mais après, c'est vrai que personne n'est préparé à endosser le rôle d'aidant. Ça, ouais, Hmm. personne. Ça, c'est... Ouais, c'est... Bah, c'est un tournant, en fait, dans une vie, quoi. Ouais, c'est... on se prépare à beaucoup de choses. En fait, moi, comme j'aime bien dire dans la vie, on se prépare au mariage, on se prépare aux études, on se prépare au mariage, on se prépare à avoir des enfants, on se prépare à passer le permis. Et on oublie cette partie de la fin de vie, au fait. On Hmm. oublie, est-ce que c'est par insouciance, est-ce que c'est par déni, peur et appréhension là, je sais pas, mais effectivement, on oublie aussi qu'il y a la fin de vie, il y a la maladie qui arrive aussi, et que ça fait partie du cycle, en fait, naturel de la vie. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est vraiment important de se préparer. Préparer, c'est vaste, mais c'est avoir des connaissances, des savoir-être et des savoir-faire, des Ouais. connaissances autour de la maladie. Parce que mieux on va comprendre la maladie, mieux on va comprendre, ok, ben, il est dans le cadre d'une maladie, voilà, par exemple, peut-être neurodégénérative, il est agressif, mais c'est en lien avec la maladie. Ok, ça n'a Hmm. rien à voir avec toi. Oui. C'est en lien avec sa maladie parce que peut-être au niveau des neurones, voilà, il y a des Hmm. connexions, des choses comme ça. Donc ça, c'est bien de le savoir. Ensuite, des savoir-être, comme par exemple développer sa patience. Parce Hmm. que aider un parent, ça demande beaucoup de Ouais. patience, ça demande beaucoup de maîtrise, ça demande Hmm. beaucoup d'écoute. Donc c'est des savoir-être et ça, c'est des savoir-être. On peut les avoir ou on peut les développer.
Oui, aussi, ouais. Donc ça, c'est des ressources qu'on va aller chercher au fur et à mesure du temps qu'on va passer avec son proche. Et les savoir-faire, ben, pour le coup, moi, je trouve que, il y a très peu de formation, de conseils pour apprendre les savoir-faire. Et Mm. du coup, il y a des risques d'épuisement physique et moral parce que faire des toilettes, c'est pas évident. Quand ton Mm. proche, il fait 80 kilos, tu fais comment? Et Ouais. que toi, tu fais, je sais pas, moi, 30-50 kilos, tu fais comment? C'est pas Mm. évident pour le tourner, le retourner quand il est au lit, même pour faire, si tu as un lit médicalisé, pour bien l'utiliser. Enfin, tu vois, Mm. c'est des choses, moi, je pense qu'on ne l'apprend pas assez. Ouais, je suis Euh, d'accord. donc ça crée un stress en plus parce que tu as la peur de mal faire, tu as peur de faire mal à ton proche, enfin, ça te rajoute une pression en plus, tu Mm. vois. Alors que moi, je me dis, en étant préparée, ok, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait, Mm. je suis calme, une fois, deux fois, et après, je peux me débrouiller, tu vois. C'est en ayant ces mécanismes-là que tu vas comprendre. Après, la posture, ça s'apprend, mais dans la posture, il y a aussi la communication. Il y a des choses à dire et il y a des choses à éviter quand on est malade, en fait. Oui. Et ça, toute personne, déjà avec la fatigue, on peut avoir comment dire, on peut dire avoir des maladresses, tu Mm. vois. Donc, c'est des petits trucs où, à mon sens, c'est bien d'être vigilant. Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu penses que, enfin, toujours là dans ce contexte des Afro-Caribéens, il y a ce tabou aussi qu'à partir du moment où je demande de l'aide, c'est que j'ai échoué. Je suis censée savoir, je suis censée connaître. Ou moins parce que d'un côté, je pense que, comment dire, enfin, ça c'est ma vision encore une fois, mais je pense que notre génération, parce que là c'est nous qui sommes confrontés à ça, on a plus conscience des choses, on est un peu plus ouvert à tout ça. Si là on parlerait de nos parents avec nos grands-parents peut-être, mais ou au contraire tu trouves que non, ils sont plus, enfin, à partir du moment où ils disent oui j'ai besoin d'aide, ils sont ouverts à tout. Du coup, il y a deux questions dans ça, notre génération et de façon générale. Je pense que nos parents ont un peu plus de mal à accepter l'aide. Mm. C'est pas par fierté, c'est plus par méconnaissance où on a été élevé comme ça, en Ok. fait. Euh, ou par le fait de bien faire. Les jeunes, je pense, de notre âge, avec la technologie, en fait, c'est ça, je pense, qui a facilité. On va pouvoir chercher, on va commencer par chercher des astuces Mm. sur Internet, regarder des vidéos. Je pense qu'on va en parler plus facilement. Et après, ça dépend de la personne qu'on aide aussi. Mm. Parce que si tu es jeune et que tu aides ton grand-parent, ouais, tu vas plus facilement aller chercher de l'aide. Si c'est ton parent, encore une fois, comme il y a beaucoup d'émotions, déjà le temps que toi-même tu comprennes que tu as besoin d'aide, et si la cellule familiale, elle est un peu dessoudée, ça va être difficile. Alors Mm. que si dans ta cellule familiale, ok, vous avez l'habitude de parler de façon fluide de beaucoup de choses et de trucs comme ça, facilement, déjà, tu vas aller en premier recours demander de l'aide à ton entourage, à ta D'accord. famille. Ça va être ton premier point repère. Après, sinon, ça va être d'aller chercher de l'aide soit auprès des médecins, des associations, Mm. assistante sociale, moi, comme je le dis, c'est pas systématique Mhm. qu'on passe par une assistante sociale parce que je pense qu'elles sont encore mal identifiées dans le parcours. Et après, nos parents, ouais, je pense que eux, ils vont plus aller chercher d'abord, ils vont pareil aussi avoir cette pudeur, mais eux, ils vont aller en parler avec soit leurs amis, soit des collègues, ou soit même la boulangère d'à côté, tu vois. Mhm. On va pas tout de suite aller chercher de l'aide à un professionnel, ça c'est sûr. Mais D'accord. après, on va accepter l'idée que ouais, moi je m'en sors pas. On va faire la démarche d'aller chercher des professionnels, des services. Il y en a beaucoup qui se développent, donc ça aussi, il faut faire un tri. Euh, et c'est prenant. En plus du quotidien qui vient déjà Ouais. rajouter, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je trouve. Je sais pas si c'est clair, mais Oui, oui, c'est très très clair. Et euh, en fait, je pense qu'il faut vraiment comprendre que chaque famille est vraiment différente. Tu peux avoir, en soi, moi je me dis les conseils que je donne, c'est des conseils qui sont très généraux. mm, Mais chaque famille est tellement différente, chaque situation est tellement différente parce que déjà il y a la configuration du logement à prendre en considération. Il y a la cellule familiale en elle-même. Est-ce qu'il y a des proches qui sont à proximité ou est-ce que tu es loin
de ton parent? Est-ce que, parce que plus tu es loin, plus tu vas amplifier les émotions, plus tu vas être inquiet, plus tu es prêt, plus tu vas pouvoir gérer, être réactif et mobiliser rapidement ton réseau, constituer un réseau. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Au cas par cas. Au cas par cas, il y a plein de choses. Il y a l'éducation, il y a ta relation avec toi-même aussi, tes valeurs, tes principes aussi, ta connaissance de soi, tes limites, ta façon de communiquer. Enfin, ça englobe beaucoup de choses. Vraiment, vraiment. Ouais. Et est-ce que les aidants en général, enfin les aidants et les parents aussi, vis-à-vis des soignants, ils sont plutôt, enfin, il y a une approche assez confiante ou faut gagner la confiance? C'est assez anxieux. Non, en général, avec les soignants, ça passe bien. C'est plutôt malade-soignant où c'est plus compliqué parce que du coup, le soignant rentre dans la zone intime du malade. Et déjà pour le malade, est-ce qu'il a accepté, je parle dans le cas d'une maladie ou oui, ça peut s'appliquer à un handicap physique ou à un accident, quelqu'un qui a eu une perte d'autonomie, voilà. Il faut que la personne déjà, elle accepte son état, sa situation. Ça dépend où elle en est dans son cheminement. Et la relation en général, la relation professionnelle et malade, elle est plus compliquée. Le malade, il fera toujours confiance au médecin parce que le médecin, il a ce statut de médecin, il sait, il a la science, donc on lui fait confiance. Les infirmières et les aides-soignantes, ça va prendre un peu plus de temps en fonction toujours aussi du profil du malade parce qu'il faut créer une relation de confiance et en gros tu rentres dans mon intimité dans beaucoup de choses, que ça soit physiquement à travers les soins que tu vas me faire, tu rentres dans mon intimité, que ça soit dans la communication, dans le mental, quand je suis pas bien tu me vois aussi, donc faut voilà, vraiment tisser ce lien. Ça se fait, ça prend son temps et en général, les professionnels, ils sont habitués, ils posent les bonnes questions, ils savent se présenter, ils savent expliquer ce qu'ils font. Quitte à répéter, franchement, cette patience-là et cette bienveillance-là, ils l'ont et ils la développent, surtout quand ils sont passionnés. Après, en général, l'aidant, souvent, il est tellement, lui aussi, à gérer sa vie pro, perso, son équilibre de vie, que il est rassuré de savoir qu'il y a un autre professionnel, là je parle beaucoup des infirmiers, et des auxiliaires de vie sur qui il peut compter quand ça se passe bien. Maintenant, en général, avec les infirmiers, ça se passe souvent bien parce que c'est fluide et voilà, le passage infirmier, ça va. Maintenant, quand c'est avec des auxiliaires de vie gérés par des services à la personne, c'est un peu plus problématique parce que là, il y a de la gestion, il y a de la coordination qui rentre en place. Et par exemple, dans les grandes villes, dans les régions un peu plus urbaines, c'est souvent des interlocuteurs qui changent. Donc, c'est d'autres méthodes. Donc, c'est encore une autre adaptation. Il faut réexpliquer les choses. Il faut redire où ça se passe et tout. Donc, quand il y a beaucoup de changements, ça rajoute encore une charge pour l'aidant, en plus de la gestion du quotidien. Donc ça, ouais, c'est aussi fatigant et épuisant. C'est compliqué à gérer, ouais. Et justement, parlant de cette sphère un peu plus privée, quotidienne, personnellement, toi aussi, tu as eu à être aidante, tu as eu à prendre en charge, de qui s'agissait-il du coup? Alors moi, je me suis occupée de 3 de mes proches. Je me suis occupée de ma grand-mère, je me suis occupée de mon grand-père la même année. C'était en période Covid, donc tu rajoutes la période Covid en plus. Et là, cette année, je me suis occupée de ma mère aussi. Et comment tu as accueilli ces situations? Eh ben, chaque situation, c'est différent. Comme je te le disais, c'est vraiment différent. Déjà, il y a toujours ce petit moment de choc où tu comprends où tu réalises qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'il y a un nouveau voyage qui va commencer, mais en fait, tu sais pas vers où ça va t'emmener. Donc, il y a un peu cette gêne, tu vois, cette inquiétude vers l'avenir qui s'installe. Et après, ça dépend encore une fois de la relation que tu as eue avec la personne. Ça dépend aussi de ses besoins, de ce qu'elle attend de toi, donc dans quelle position elle te met. Et vraiment, en fait, ça dépend de ses besoins. Est-ce que c'est une personne qui va avoir besoin de un peu plus ce côté autoritaire, dans le sens obéissance, et qui va avoir besoin de toi plus dans le faire? Aide-moi à faire mes courses, aide-moi à faire mes papiers, aide-moi à faire mes démarches. Ou est-ce que c'est une personne qui va avoir besoin plus de lien social,
viens juste me visiter, on se pose, on rigole, ça me fait du bien parce que peut-être que la personne, elle est isolée ou des choses comme ça. Et après, tu peux aussi avoir la personne qui va avoir besoin de plus de sécurité, sécurité affective, sécurité matérielle. Il y a aussi les personnes qui vont avoir besoin d'appartenir. Enfin, ça fait partie de la sécurité et c'est ce qu'il faut prendre en considération. Moi, en tout cas, les 3 personnes que j'ai accompagnées, c'était des besoins complètement différents. Et c'est beau à chaque fois, en fait, parce que ça change. C'est une personne différente, c'est des contraintes et problématiques différentes, c'est une approche différente. Il y a des personnes avec qui il fallait être un petit peu plus ferme. Il y en a où il fallait faire vraiment plus preuve de douceur. Et il y en a où il fallait être beaucoup plus dans l'adaptabilité, laisser le choix. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter. Il faut, comment dire, faut le communiquer aussi. Se poser, demander à la personne sincèrement ce qu'elle attend. Ouais, je pense que la communication, c'est vraiment une base et un pilier qui peut être souvent négligé. Il y a des personnes qui vont être souvent trop dans le faire, alors qu'il y a des moments, il faut prendre le temps d'être dans l'être, être à l'écoute, être patient, être dans la communication, être dans la tolérance et dans l'acceptation, être dans une relation de respect, être dans... Voilà. Faire, c'est bien parce que pour certains aussi, c'est leur langage de l'amour. J'ai envie de te faire plaisir. Et oui, c'est bien. Quand c'est au bon moment, c'est bien. Prends le temps avec ton parent de savoir, parent, grand-parent, de quoi il a besoin. Et en fait, naturellement, quand on prend le temps de s'asseoir à côté de son proche, il va nous le dire ou il va nous le faire comprendre. Donc là, si tu as les décodeurs activés, franchement, tu vas comprendre, ok, là, j'ai plus besoin, je me sens seule, j'ai plus besoin de toi, j'ai peur, j'ai plus besoin d'être rassurée, ou j'ai besoin que tout soit fait. Enfin, tu vas l'entendre et tu vas t'adapter. Et après, c'est aussi à toi de dire ce que toi, tu as besoin, ou ce que toi, tu es capable de faire, ou ce que toi, tu peux faire. Là, c'est un contrat à 2, en fait. C'est un engagement à 2 et pour que ça fonctionne bien, c'est vraiment important de communiquer pour créer une bonne relation de confiance. Et plus il y a une bonne relation de confiance, plus tu parles avec ton proche. Alors, comme moi, je le dis, il y a des moments où il faut être sérieux pour mettre un peu les choses au clair. Voilà ce qui se passe, on a rendez-vous avec le médecin, il va se passer ça, on rappelle un peu ce qui va arriver, ou aujourd'hui, on fait ça, le programme. Il y a des moments où c'est important de dire, voilà, la semaine prochaine, on va faire ça, ou demain, ou voilà, pour planifier et donner un petit peu des repères. Ça, c'est très important quand on accompagne un proche. Peu importe l'âge, en fait. Et il y a des moments où, en fait, il faut éviter de parler de la maladie, il faut éviter de rappeler à la personne qu'elle est malade, qu'elle est mourante, qu'elle est... voilà, faut juste profiter, en fait, comme si elle avait rien. Tu t'adaptes à son état. Tu sais que, ok, elle a peut-être une pathologie, un handicap, une maladie, quelque chose comme ça, mais c'est aussi un être humain. Donc c'est aussi arrêter de mettre la personne dans une position de malade. Enfin voilà, en Pas fait, l'infantiliser, exactement. quoi. Éviter de... En plus, c'est ton aîné, donc rappelle-toi quand même que c'est ton aîné, et de toute façon, ton aîné, il va te le rappeler. T'es pas ma mère, t'es pas mon père. Arrête de vouloir me contrôler. Ça, c'est aussi vouloir trop bien faire. Trouves-tu que, du coup, pour l'avoir vécu, la charge mentale par rapport au fait de s'occuper de ses parents, c'est pareil que ce qu'on a l'habitude d'entendre, de voir comment tu le gères? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'au contraire, tu es plus accompagnée ou comprise de l'entourage, que ce soit la fratrie, les cousins, cousines, enfin, l'entourage va plus avoir tendance à se dire, ah oui, là, elle gère les parents, elle gère les grands-parents, donc nous aussi, on peut s'impliquer, ou non, tu es toujours seule face à tes responsabilités? Franchement, ça dépend des familles, mais moi, de ce que je constate et de ce que j'ai vu, là, je fais un parallèle entre moi, ce que j'ai vécu et les familles que j'ai accompagnées. C'est que pour moi, il y a toujours un aidant responsable. Oui. Et il y a les aidants secondaires. D'accord. Il y a toujours un aidant qui va être plus là, plus présent, plus là dans le quotidien, vraiment. Donc, c'est vraiment cet aidant-là qui va être dans la gestion du quotidien, les rendez-vous, l'administratif, voilà. Après, ça dépend comment la famille elle est organisée. Est-ce qu'on arrive à se répartir les tâches ou est-ce qu'on met tout le poids sur toutes les responsabilités sur une personne?
ou est-ce qu'on a mis les responsabilités indirectement sur cette personne-là parce que c'est la plus disponible, la plus proche et tout ça, c'est très différent, encore une fois, d'une famille à une autre. Euh, Ça dépend de l'entente, familiale. Après, en général, moi, de ce que je vois, il y a toujours une personne qui va être là pour écouter, soutenir. Ouais. Il faut trouver cette personne-là où on va pouvoir un peu après évacuer un peu la Mm. charge qu'on a. Donc, soit pour ceux qui sont mariés, ça va être leur conjoint. Donc, Ouais. le conjoint devient l'aidant de l'aidant. Pour le coup, j'aime bien cette expression-là. Ouais. Après, on va avoir, donc ça peut être un conjoint, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, ça peut être, voilà. Et en fait, en général, les personnes qui ont envie d'aider, elles vont se manifester assez rapidement. Mm. Elles vont se soucier de ton état assez rapidement parce qu'elles voient que c'est prenant, parce qu'elles vont être à l'écoute, elles vont avoir cette sensibilité-là aussi. Donc, ça se détecte assez facilement. Maintenant, dans la prise en charge d'un proche, bah, ça peut arriver qu'il y ait des conflits aussi. Hein. Mm. Ça peut arriver qu'il y ait des conflits par rapport à des décisions, par rapport à des orientations, par rapport à des choix. Donc ça, c'est aussi voir, est-ce qu'on se pose tous en famille, en visio maintenant, on en parle, est-ce qu'on fait une réunion de famille autour d'un repas, est-ce que on te fait, pardon, on te fait confiance. Euh, voilà, c'est encore une fois, c'est différent. Moi, je pense qu'il y a comme je disais tout à l'heure, tout le monde, ce que je constate, c'est que les personnes qui sont les plus empathiques, c'est elles qui vont le plus s'impliquer. Les personnes qui vont être les plus sensibles, c'est elles qui vont prendre le plus de recul. Parce que, voilà, voir l'état de son proche se dégrader, ça touche. Euh, on n'est pas prêt. euh, on n'est pas prêt à accepter. Et ça, il y a aussi cette image de, ça te renvoie à toi-même, en fait, quand tu vas vieillir indirectement. Donc, chacun a sa sensibilité. Dans le quotidien, l'aidant principal, il est souvent seul. Il va se sentir souvent seul. Ça peut être une interprétation, ça peut être un fait en fonction du contexte dans lequel il est. Et après, autour, par contre, il va trouver du soutien. Il faut juste ouvrir les yeux, il faut juste entendre et voir les mains qui sont proposées, en fait. Parce que en soi, si c'est pas dans ta famille, ça va être un collègue qui va être bienveillant avec toi, qui va prendre ta pause café, qui va te demander comment ça va. Ça va être des amis qui vont dire, ok, on sait que tu gères pas mal de choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ça va être ta boulangère qui va te demander comment ça va aujourd'hui ou qui va te Mm. mettre un petit croissant en plus. Encore une fois, chacun exprime son soutien à sa façon et en fonction des moyens qu'il a. Donc les dents, moi je pense que les dents a toujours cette opportunité d'avoir un soutien. Si c'est pas dans la famille, tu vas le trouver à l'extérieur. Il y a systématiquement des gens qui vont être touchés à ta cause, qui vont. Maintenant, il faut juste, comme on disait tout à l'heure, avoir ce courage et se donner ce droit aussi de parler. Oui. Aider un proche, moi, je me dis, faut arrêter de dire que c'est quelque chose de tabou. C'est pas tabou. On est dans une société vieillissante, surtout en Europe, la population est vieillissante. Euh, il y a plus de 11 000 aidants en France, il y a 15 millions de seniors de plus de 60 ans, donc du coup, on sait qu'on va y arriver. Aider un proche, déjà, c'est prendre conscience que toi, tu as besoin d'aide. À partir du moment où tu prends conscience que toi, tu as besoin d'aide et que tu es fatigué, parce que c'est souvent quand tu es fatigué, que là, tu commences à dire que tu es fatigué. Enfin, tu es fatigué, tu te plains, voilà, tu t'agaces un peu. Et là, ouais, c'est là où moi, je me dis, en fait, ben, parle-en. C'est Ouais. la boule que tu as dans ton cœur, dans ta gorge. En fait, laisse-la s'exprimer et tu vas voir que ça va être très bien accueilli. Euh, Moi, je sais que dans mon cas, j'ai eu beaucoup de facilité en fait. Alors, quand je m'occupais de mes grands-parents, je travaillais sur mon projet, donc j'avais vraiment cette possibilité. Je pouvais prendre mon ordinateur le temps des rendez-vous ou des choses comme ça. Et quand c'était par rapport à ma mère, ben, comme je travaillais à côté, mon employeur, il me laissait la flexibilité. Donc ça, en fait, le fait de le communiquer, les personnes qui sont sensibles, elles vont aussi te faciliter, tu vois. Donc, il y a aussi cet écosystème qui va se mettre autour de toi. Le nombre de personnes qui vont t'envoyer des messages, est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que quoi. Ça aussi, mais en fait, dis-le, tu vois. C'est Oui. aussi, euh, laisse-toi aller et dis que tu as besoin Dire qu'on a besoin d'aide, franchement, c'est dur. Du coup, donc, mais faire comprendre que tu as besoin de parler, que tu as besoin d'attention, que tu as besoin de te reposer, tu peux le dire d'une façon différente. Tu vois, Ouais. tu peux le faire comprendre et les gens sensibles à ce que tu portes vont te faciliter. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. C'est savoir se laisser aller et dire Beaucoup.
Parce qu'on n'est pas fait pour porter seul. Bah, tu sais, c'est comme le proverbe qui dit faut tout un village pour s'occuper d'un enfant. Oui, La fin de vie, c'est pareil. Il y a oui, tout un village qui s'occupe des parents aussi. exactement. Et c'est pas fait pour être vécu seul, quoi. En fait, moi, ce que je dis beaucoup aux aidants, c'est que euh, ils sont entourés. Arrêtez de penser que vous êtes tout seul, c'est faux, vous êtes entouré. Déjà, vous avez un réseau de professionnels autour de vous. Les médecins sont là pour vous. Alors, c'est vrai que les médecins et les professionnels de santé, surtout en région urbaine, où ils ont peut-être moins le temps, mais ils sont là, en fait. Déjà, ça, c'est un repère que vous avez, c'est un soutien. Ils sont là aussi pour vous écouter quand vous êtes fatigué. Ils vont aussi vous donner des conseils. Ensuite, il y a aussi le réseau que vous avez autour de votre proche, parce que ça s'étend. Pensez aux voisins. Les voisins, mobilisez vos voisins, en fait. Les voisins, des fois, c'est eux qui sont les plus proches, c'est eux qui peuvent dire, OK, maintenant, il s'est passé ça, on va faire une course, est-ce que vous voulez qu'on ramène un pack de lait ou des choses comme ça. Donc, la solidarité aussi, elle s'étend. Le réseau, vous avez un réseau, il y a un réseau naturel en fait autour de vous. Et après, c'est à vous de le mobiliser sans gêne, vraiment sans gêne. Et encore une fois, les personnes qui veulent s'investir, elles vont se montrer. Elles vont se montrer assez rapidement. Soit elles vont s'inquiéter de l'état de votre proche. Enfin, en fait, les personnes qui veulent s'investir, elles vont se montrer naturellement. Le voisin qui va dire ok, je passe à la pharmacie, est-ce que je peux ramener les médicaments, ou là je suis là, je peux passer un coup d'œil s'il y a besoin. Ça va être des membres de la famille qui vont passer des appels, qui vont se relayer, qui vont dire ok, ben moi je peux passer ce dimanche là. C'est important de mettre ça en place. Et c'est vrai que ça va être beaucoup l'aidant principal qui va impulser ça. Mais une fois que c'est là, c'est aussi un soulagement et c'est aussi une sécurité en fait, pour le malade, pour l'aidant. Et voilà, donc c'est vraiment cette sécurité environnementale qui est importante. Et moi, je dis en fait, ayez confiance, n'ayez pas honte, demandez de l'aide, voilà, sans être dans une position où vous avez l'impression d'être dans la mendicité, mais voilà, chacun à sa hauteur peut faire quelque chose. Et c'est impressionnant de voir comment les personnes, elles se mobilisent en fait. Et dans plein de situations, moi j'ai vu, ça peut même aller jusqu'à tout un village en fait pour une personne. Donc, ouais, il faut en parler. Ouais. Non, c'est même là, quand tu parlais, il y avait plein de choses qui me revenaient par rapport à ce que j'ai vu de ma grand-mère et tout ça. Après, comme j'ai dit, c'est un contexte différent parce que c'était le pays. Mais c'est vrai que tu avais ma mère en aidant principal. Et même si c'est de temps en temps, tu as toujours quelqu'un autour. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Là, il y a ceci. Là, il y a cela. C'est bon. Et ouais, t'es pas seule. Comme j'ai dit, il y a plusieurs profils d'aidants. Il y a il y a les sensibles, il y a les empathiques, il y a les autoritaires, il y a les aidants un peu plus soumis. Ça dépend de la personnalité de chacun. Ça, faut l'accepter aussi. C'est le travail en équipe. C'est le travail en équipe, et ça, c'est aussi bien valable aussi bien dans la partie équipe professionnelle que l'équipe familiale. Parce que pour moi, l'aidant principal devient un vrai manager. Dans la coordination du quotidien, il faut faire ça, il se passe ça, parce qu'après, il doit aussi retransmettre, faire des comptes rendus de ce qui s'est passé, du médecin, des prochaines étapes, reparler avec le malade de ce qui s'est passé, répondre à ses questions. C'est un vrai... c'est polyvalent. Il faut s'accrocher, c'est polyvalent, mais c'est une belle responsabilité. Et quand on sait bien la gérer, franchement, c'est bien. Quand on sait bien la gérer, quand on est bien entouré, quand on est bien préparé, c'est bien. C'est beau, et on se rappelle aussi qu'on le fait pour son proche. Donc en soi, c'est vraiment quelque chose que moi je pense... Rappelle-toi que tu le fais pour ton proche, c'est un honneur. Et en plus de ça, si ton proche il t'a choisi, c'est vraiment qu'il te fait confiance. Parce que tout à l'heure, je disais, on rentre vraiment dans l'intimité de la personne, en fait. C'est vraiment prendre conscience que tu vas voir ton proche dans sa vulnérabilité. Tu vois, ça peut être... par exemple, tu as vu une personne, toute ta vie, tu l'as vue avec une posture, voilà, soit très imposante, ou soit très soignée, ou soit très autoritaire et tout. Et là, maintenant, tu la vois un peu plus dans la vulnérabilité, où elle a besoin de toi. Est-ce qu'elle le ferait avec d'autres personnes? Non. Donc, si toi, elle te laisse rentrer dans sa zone intime, ça veut dire que tu as une confiance et une place qui est très importante pour elle, tu vois, parce que du coup, moi, je parle dans le cadre de la fin de vie.
c'est toi qui vas vraiment l'accompagner vers sa fin de vie, en fait. C'est à toi qu'elle a dit, tiens, prends ma main, et en fait, on y va ensemble. Alors, oui, toi, tu vas te dire, ouais, moi, j'ai rien demandé. Mais en fait, moi, je vois plutôt ça voilé comme un cadeau. C'est vraiment un honneur qu'on te fait parce que c'est une confiance, mais c'est total. C'est comme l'enfant qui a confiance en son parent. Ouais. C'est une vulnérabilité. Ton parent, bah, tu le connais, qu'est-ce que tu connais mais tu lui fais confiance parce qu'il est passé par là. Et là, ton proche, il te fait confiance, en gros. Il te donne sa main et il te dit, OK, moi, je te fais confiance. Donc, et c'est beau d'avoir la confiance de son parent, de son aîné, et par exemple, dans le cas d'un décès, qui partent en étant satisfait de toi. C'est quelque chose que tu vas garder, mais c'est une fierté pour toi. C'est une fierté pour toi et c'est une transformation. Parce que du coup, tu vas te dire, mais attends, j'ai accompagné. Enfin, moi, je sais que les 3 personnes que j'ai accompagnées dans ma vie, j'en suis toujours ressortie plus forte, tu vois. En aidant les autres, tu apprends à développer d'autres capacités, tu apprends à te connaître, tu apprends à te surpasser, tu apprends à gérer pas mal de choses. Donc, franchement, moi, je dis qu'il faut un diplôme parce que tu apprends beaucoup. Tu apprends de l'autre et l'autre, ben, vraiment, tu l'aides à lâcher prise quand c'est bien fait, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est beau d'aider son parent. Quand tu es dedans, franchement, tu es fatigué, tu vois les côtés négatifs. C'est comme si tu étais dans un brouillard total, c'est sombre, c'est froid. C'est après que tu vois, voilà, c'était beau en fait. Exactement, c'est quand l'épreuve elle est finie, puisque pour moi je me dis chaque chose est une épreuve et ça a son terme, tu vois, ça a une durée. Alors oui, il y en a en moyenne, les statistiques nous disent qu'on aide son proche pendant 5 ans. Donc, il y en a, c'est plus, il y en a, c'est moins. Il y en a, ça peut être que quelques mois, quelques semaines. Ça dépend vraiment de la pathologie, de la santé de la personne. Mais en vrai, le temps que tu vas passer dans cette épreuve-là, ça va t'apporter énormément. Et si c'est toi qui la vis, c'est que derrière, tu vas apprendre quelque chose. Soit tu vas changer, soit c'est une épreuve qui va te changer dans le bien, soit tu vas te remettre en question et tu vas t'améliorer. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça que je me dis, ça va être un rebondissement. Encore une fois, c'est comment toi tu acceptes cette épreuve-là, comment tu la vis, comment tu la perçois. Si tu es dans une fatalité, ben, tu vas la vivre dans une tournure de fatalité. Si tu es dans OK, ben, je prends l'épreuve comme elle est, je m'adapte et je verrai où ça me mène, tu verras ce que tu vas en récolter. Tu vois, c'est des graines que tu sèmes et après tu verras le fruit après, bien sûr. Moi, je pense que c'est beau. Et c'est vrai, c'est véridique. C'est de belles choses. Moi, pour l'avoir vécu avec mes proches, franchement, si c'était à refaire, je le referais. C'est beau. Après, bien sûr, il y a la douleur de la perte de la personne parce que tu es lié. Enfin, le deuil après qu'il y a aussi après à faire, c'est important et c'est important d'être accompagné. Donc, c'est important, oui, d'être solide, c'est important d'être accompagné, c'est important d'être entouré, c'est important d'être préparé, éduqué, on veut dire. Donc voilà. Et même moi, en étant professionnelle, donc c'était complètement différent parce que moi, quand j'étais directrice de maison de retraite, les résidents, je les voyais, tu t'attaches parce que c'est tes résidents, tu passes du temps avec eux, tu rigoles avec eux, tu passes des bons moments avec eux, tu y as la famille aussi. Mais quand ils partent, t'es touché aussi. Alors imagine quand c'est ton proche. Il y a une autre dimension émotionnelle qui vient et encore plus quand t'es lié avec la personne, tu vois. Plus t'es lié intimement avec la personne, plus t'es touché à vif et plus il faut en profiter. En fait, tu sais ce que tu fais et tu sais encore plus ce qui est bon pour ton proche. Ça va te faciliter dans la relation de confiance énormément. Donc ça va t'aider à avancer. Et c'est ça qui fera que tu seras satisfait. Il y a plusieurs points que tu as abordés, ça me rappelle tellement de choses, même des souvenirs que mon cerveau avait oubliés. Et quand tu dis, tu vois la personne dans sa vulnérabilité, c'est fort. Je me souviens, bon ça c'est pas une scène que j'ai oubliée parce que ça m'avait marqué du haut de mes 13 ans à l'époque. C'est une fois où ma grand-mère était malade, je pense qu'elle était tombée ou je sais plus, mais là physiquement, parce que bon, elle avait une bonne santé physique, à tel point que même quand ma mère est venue, il faut savoir que ma grand-mère a perdu la vue petit à petit. Donc à partir du moment où ma mère est venue, elle lui disait, tu cuisines plus, tu fais plus rien, maintenant je suis là, je suis venue de France rien que pour toi, tu t'assois, je m'occupe de tout. Ma grand-mère, elle voulait pas lâcher, elle a dit non, mais moi je me gère, j'ai pas besoin de toi. Donc ça, c'était c'était les conflits. Et à un moment où elle était, en tout cas elle était pas bien physiquement,
et à un tel point que elle avait fait ses besoins sur elle et tout ça. Mm. Donc ma mère a dit, bon, viens, je vais te nettoyer, je vais faire ta toilette. Et même ça, ma grand-mère l'a pas laissé. Et oui. Et ça, je me souviens de cette scène parce que je l'ai vue de mes yeux. Et en fait, ça m'avait choquée dans plusieurs points. Pas choquée malement, hein, mais ça m'avait choquée, émue dans le sens où, déjà en tant que jeune fille, c'est la première fois aussi que je voyais le corps d'une femme âgée. C'est la première fois que je voyais aussi... Donc moi, je voyais mon avenir, je disais, donc c'est ça quand on grandit, quand on vieillit. J'ai vu la posture de ma mère qui limite suppliait ma grand-mère de « Non, mais laisse-moi m'occuper de toi ». Et ma grand-mère qui, jusqu'au bout, non je peux me gérer, je n'ai pas besoin d'aide et tout ça. Bien sûr, et d'ailleurs, il y a beaucoup de phases de ma grand-mère, quand j'étais petite, je disais, elle abuse et je me rends compte que j'ai trop pris son caractère. Franchement, ouais, je pense que ça découle. Ouais, il y a des choses que je comprends beaucoup mieux maintenant. On s'imprègne des gens, hein, on s'imprègne des personnes qu'on fréquente. Donc, quand tu as passé du temps avec une personne, oui, moi, pareil, là, je me suis imprégnée des personnes, des malades dont je me suis occupée. Oui, tu t'imprègnes de beaucoup de choses. Pour revenir à ce que tu dis, en fait, c'est très intéressant parce que là, c'est la notion de la pudeur. Et la pudeur, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Déjà, c'est culturel. Alors, tout le monde, dans beaucoup de cultures dans le monde, exposer sa pudeur à un enfant, parce que tu peux avoir 50 ans, 30 ans, tu restes un enfant aux yeux de ton grand-parent, tu restes un petit fœtus, là, donc... deviens pas son parent, tu vois. C'est ça. Arrête de vouloir le materner. Et c'est instinctif et c'est bienveillant. Dans certaines situations, c'est limitant. Si la personne elle est en capacité de faire elle-même, laisse-la faire elle-même. Si elle te demande aide-moi, là tu fais. Ou alors vous trouvez un entre-deux. Elle peut pas faire son dos, tu lui laves le dos. Et elle fait devant. Ouais, l'entre-deux, c'est vrai. Tu la laisses faire son devant. Et même si, pendant la toilette, par exemple, elle est pudique, tu lui mets une serviette sur ses zones intimes. Comme ça. Parce que les anciens, en fait, moi, ce que je vois, les anciens, c'est ta sexualité, c'est ton intimité. Tu la montres pas, tu caches, tu vois. Comme tu disais, ta perception de plus tard et autres. Mais et puis quand tu es malade, tu n'as pas toujours envie. C'est pour ça que des fois, avec les soignants, c'est un peu conflictuel parce que tu n'as pas toujours envie qu'il y ait des gens qui te voient dans ton intimité, qui voient même, je sais pas moi, tes défauts, des petites parties de toi que tu as envie de cacher, des choses comme ça, des petites cicatrices ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment la notion de pudeur. Et ça s'apprend, tu vois, comme le simple fait que je te dis, mets une petite serviette, tu vois, comme ça, toi, pendant que tu laves le dos, et peut-être que toi aussi, tu n'as pas envie de voir la pudeur de ton parent, grand-parent, en fait. Tu vois, là, c'est aussi, c'est vrai, c'est un choc, tu vois. Donc, tu t'adaptes en fonction de l'autonomie de la personne, en fonction de son degré de capacité. Si elle est capable de se laver toute seule, tu la laisses se laver toute seule. Si elle te dit, là, les pieds, je peux pas faire parce que je peux pas me pencher, ou le dos, c'est compliqué. Mais si tu es face à une personne qui... Non, parce que ma grand-mère, j'ai vu, elle a eu des abus. Mais si tu es face à une personne qui ne veut vraiment pas lâcher, parce que c'est vrai que sur la durée, il y a des choses où ma mère a su lui laisser. Bon, ça, c'est vrai, tu peux gérer. Je te laisse, c'est bon, tu vois. Il y a eu de la négociation. Là, c'était une scène particulière où vraiment, elle était tombée. C'est bien parce que du coup, tu donnes des cas pratiques, c'est encore plus concret. Ouais. Et c'est vrai que tomber quand tu as 20 ans, tomber quand tu en as 70, c'est pas les mêmes conséquences. Et du coup, c'est vrai que là, l'entre-deux, je pense que ça aurait été une bonne option, tu vois. Mais c'était par rapport à quoi? Elle est tombée, il s'est passé quoi? Ta mère, elle voulait quoi? Et ta grand-mère, elle voulait quoi? Alors là, je sais plus, ça remonte à plus de 15 ans. Comment elle a vécu ta mais ce moment-là, tu veux dire? Ou le contexte? Et l'après, le moment... Déjà, je pense qu'elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nos toilettes étaient extérieures. Donc, on descendait un peu des escaliers. Et en plus, on avait 2 toilettes. Nous, quand même, on nous avait fait des toilettes un peu françaises. Ma grand-mère, là, c'était vraiment les toilettes à l'ancienne. En plus, quand nos toilettes avaient des problèmes, on disait « Allez dans les toilettes de Coco !» Oh là là, laisse tomber, bref.
Et je pense que c'est là où elle est tombée, parce qu'elle faisait sa toilette. Ça, par contre, ma mère, elle l'a laissée, elle a toujours fait toute seule. Mais là, elle avait glissé, ou je sais plus, c'était trop quoi. Et parce que même, elle l'a aidée à se relever, elle se tenait plus. Et elle a dit, là, t'es dans un état, faut que je te lave. Et vraiment, elle a pas lâché et tout. Mais bon, à la fin, ma mère l'a lavé quand même. Et après, elle était... Tu sais, c'est ma grand-mère, c'est une personne, pas son âme, qui était très... qui montrait pas les choses, tu vois. Bon, ça, C'est après, beaucoup c'est les les... anciens, Ouais, ouais. c'est les anciens, tu vois. Elle montrait pas les choses très avenantes, mais quand elle était énervée, ça, par contre, tu le savais. C'est-à-dire que vraiment, hein, quand il y avait des problèmes, là, quand elles avaient leur conflit avec ma mère et tout, ma grand-mère pouvait passer des journées sans parler. Tu lui parles, elle faisait comme ça. Et même parfois, on soupçonnait, on disait, elle fait semblant de pas entendre, elle entend très bien, je suis sûre. Non, après, on l'a soupçonnée même de comprendre le français parfois, mais bref, ça, on n'aura jamais la réponse. Non, mais après, c'est ouais. revenir encore une fois à la position autoritaire. Là, c'est comprendre le besoin de la personne. La personne, en fait, là, si je reprends la pyramide de Maslow, tu sais, premier échelon, tu as le besoin physiologique, primaire, voilà, manger, dormir, voilà, qu'on a tous. Deuxième échelon, tu as le besoin de sécurité. Donc, sécurité dans ton logement. Donc là, c'était important d'adapter le logement parce que les chutes, c'est quand même le premier risque d'accident et de mortalité chez nos aînés. Parce qu'il y a beaucoup de chutes avec les tapis, les médicaments qu'on prend, le mental, tout ça. Il y a beaucoup de risques de chute, la fatigue physique aussi. Donc ça joue. Ensuite, le troisième besoin, c'est l'appartenance. Donc, appartenir à une famille, appartenir à un club de lecture, tout ce que tu veux, une association et autres. Tu as le quatrième, c'est l'estime de soi. Et ensuite, donc, l'estime de soi, c'est être reconnu pour ce que je sais faire, ce que je suis capable de faire. Et souvent, les anciens... ils sont à cette échelle-là, tu vois. Surtout ceux qui sont les plus autoritaires, il faut reconnaître. Donc, tu vois, quand tu connais, après, tu sais comment t'adapter, tu sais comment lui parler. Et tu sais que, en fait, tu vas pas aller de front. Tu vas être dans une position de conseil. Moi, je me demande, est-ce que là, c'est plus le côté psycho, comme le dit le titre, on devient le parent de nos parents. C'est-à-dire, ils prennent un côté enfantin. Ah oui. Ça, quand j'étais enfant, je comprenais pas. Je voyais ma mère, vraiment, elle câblait avec ma grand-mère. Et moi, j'ai toujours vu ma grand-mère. J'ai pas compris. Là où j'ai commencé à le comprendre, c'est maintenant que mes parents, Dieu merci, ils sont encore autonomes physiquement, financièrement, neurologiquement parlant. Enfin, voilà, que Dieu les garde encore comme ça longtemps. Mais je les vois qui vieillissent. Ils sont pas encore à ce stade encore de dégénérescence, mais je les vois vieillir. Ils lâchent prise sur certains trucs. Voilà. Et c'est là où je comprends quand on dit que, ah ouais, les parents, au bout d'un moment... Ah, mais c'est ça. De toute façon, dans tout, déjà, c'est le cycle de la vie. Donc, tu perds de tes fonctions, de tes fonctionnalités, tu perds ta mémoire, tu perds ton tonus musculaire, ton corps, il change, ton mental, il change. Et beaucoup, tu vas te retrouver comme quand tu étais enfant. Et où le côté infantilisant, franchement, il vient avec l'âge. Plus tu vas vieillir et plus tu vas revenir en enfant. Donc là, oui, tu deviens le parent de ton enfant, mais en fait, va pas dire ça à ton parent. Oui, non, bien sûr. Mais toi, tu vas comprendre que franchement, tu as pris la responsabilité où c'est toi qui deviens vraiment le parent de ton parent. Donc plus, en fait, moi, le conseil que je vais donner, c'est plus tu vas avoir dès maintenant une bonne relation avec ton parent, plus tu vas rigoler avec lui, plus tu vas parler de tout, de rien. Enfin voilà, je sais que dans certaines familles, on parle pas de tout. Mais en fait, plus tu vas passer du temps, des souvenirs avec ton parent, plus ça va t'aider pour après. Tu vois, parce que plus tu vas bien connaître ton proche, et quand il sera dans une situation de perte d'autonomie, de dépendance, par exemple, et ben tu vas te rappeler, ah oui, il aimait ça, attends, ça peut être un petit point de négociation de marchandage aussi, mais ça peut être aussi un petit point affectif. Ok, il aimait, quand il était jeune, il aimait manger telle crème, et ben tu vas lui faire telle crème, tu vois, tu vas revenir à son plaisir, tu vas en fait chercher dans ses souvenirs ce qu'il te racontait, tu te rappelles qu'il aimait aller à tel endroit, qu'il faisait comme ça, ou des choses comme ça, et ben tu vas le refaire. Parce que beaucoup, quand tu vieillis, en fait, tu vois, nous, quand on est jeune, on est dans cette perspective d'aller de l'avant. Tu vois, on va de l'avant, on est comme des aventuriers et tout, voilà, on découvre la vie. Mais en fait, quand tu vieillis, déjà tu fais une introspection et tu regardes beaucoup dans ton passé.
Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents ou de personnes âgées. Des fois, ils ont beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup de doutes, beaucoup de choses comme ça, parce que c'est des souvenirs qui reviennent. Parce que tu sais que tu arrives à ta fin de vie aussi, dans le cadre du vieillissement naturel. Même quand tu arrives en fin de vie avec une maladie ou suite à une déficience physique, et qu'on te dit que ton diagnostic il est engagé, tu vas refaire en fait toute ta vie, tout le fil de ta vie. Te dire, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que... Voilà, et c'est souvent aussi les dernières questions que le mourant peut avoir, tu vois. Donc, c'était ça. Je pense que dans le cas de ta grand-mère, c'était plus un besoin d'estime, qu'on l'estime. Parce que, indirectement, on renvoie à l'autre ce qu'on est. Dans le sens où, plus vous allez montrer à ta grand-mère que, voilà, elle est en capacité, en fait, c'est la stimuler, plus elle va se maintenir en forme. Plus on va être dans une posture d'assistanat, et plus la personne, il y en a qui vont combattre, qui vont dire non, 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 mais il y en a, elles vont se laisser faire. Et en fait, du coup, c'est moins aidant, tu vois, c'est moins les facilités. Alors oui, on veut bien faire, mais voilà, toujours dans l'entre-deux, toujours dans le juste milieu, et préserve-toi aussi, parce que ça, c'est beaucoup d'aidants que moi, je vois et que j'entends. Tu veux tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, mais et toi, en fait? Si toi, tu lâches, il n'y a plus personne pour ton proche, en fait, tu vois? Donc, trouve ton équilibre, passe du temps aussi pour toi, fais-toi du bien, accepte, encore une fois, d'être aidé, d'être soutenu, de parler, d'échanger, de voir du monde. Parce que c'est ce qui va t'aider à souffler et revenir et prendre du recul. C'est vrai que quand tu es... et moi, je le vois avec les 3 personnes que j'ai accompagnées, tu es sous l'eau, clairement. Oui. Ton quotidien, tu dois le réorganiser, tu dois le changer, c'est une réorganisation, une adaptation, et ça demande une flexibilité. Donc déjà, c'est bien d'en parler avec son employeur si tu es actif comme nous, parce que nous, à notre âge, on est et actif et aidant, et pour certains avec une vie familiale à côté. Donc c'est beaucoup de responsabilités. Mais parle-en, en fait. Tu vois, si tu as un manager, un responsable, voilà, une personne dans ton entreprise qui a cette écoute, elle va savoir, tu vois. Et en plus, de plus en plus, maintenant, on te met des solutions pour te faciliter. Et ça, franchement, je le dirais même pour toute situation, puisque c'est une petite aparté, mais en tant qu'auxiliaire de périculture, je me rappelle à un moment, il y avait une collègue qui, l'école de son enfant faisait grève et tout, bref, elle était en galère, et elle pouvait pas se mettre en arrêt ou quoi, enfin, elle pouvait pas poser son jour. Et je me rappelle, c'est le directeur lui-même qui lui a dit, mais un arrêt. Il dit, si tu trouves pas, je suis désolée, là, je peux pas poser ton jour pour tel et tel, mais t'as personne pour garder ton enfant, t'es vraiment en galère, mais un arrêt, c'est bon, tranquille. C'est important de connaître ses droits. Je trouve que les droits des aidants sont peu lisibles. On les trouve sur Internet, mais concrètement, c'est quoi, en fait, tu vois? Donc, faut que et puis, ça te demande quand même d'être beaucoup présent, tu vois, parce que les rendez-vous avec les médecins, si c'est le jeudi, tu vois, si ton médecin il est disponible que le jeudi, tu dois y aller, ça te demande de changer ton emploi du temps, ça te demande aussi sur ton lieu de travail de prendre encore d'autres rendez-vous pour les prochaines fois. Donc ça, c'est aussi prenant, ça joue sur ton efficacité au travail. Mais en parlant avec ton employeur, voilà, il peut être compréhensif. Parce que demain, ça peut lui arriver. Et franchement, on aimerait tous avoir cette facilité-là, tu vois. Donc, c'est important. Et c'est important de s'adapter aussi à son proche. C'est vraiment de l'adaptation. Tu traites pas... Enfin, moi, je sais que les 3 personnes que j'ai accompagnées dans ma vie, j'avais pas du tout la même posture. Avec les 3, c'est très différent. Mais c'est très bien parce que c'est différentes facettes aussi de ta personnalité que tu vas mobiliser. Tu sais qu'avec un, tu vas plus rigoler et ça va passer. Tu sais qu'avec un autre, il va falloir être beaucoup plus ferme pour que les choses elles soient aussi faites, parce que là, on va être dans l'estime de la personne. Donc, l'estime, c'est un peu... C'est pas l'autorité, mais c'est... Voilà, tu vois. C'est comment je m'estime et comment moi je suis et comment moi je veux que vous soyez avec moi. Donc, voilà. Donc, faut se mettre aussi à ce niveau-là, et avec une autre personne, ça va être beaucoup plus dans le rassurer, dans le réconfort, dans des paroles, du toucher, des choses comme ça, parce que le toucher aussi, c'est très important. On peut communiquer d'une autre façon, on n'est pas obligé tout le temps de dire des mots. Des fois, c'est très bien de laisser des silences. Et des fois, c'est très bien aussi qu'il y ait des petites disputes aussi, parce que ça permet de remettre les choses au clair. Oui. Parce que toi, tu es fatigué, donc tu as compris A, l'autre, il te dit B, mais voilà, ok, petit électrochoc, ok, on repart sur de bonnes bases. De toute façon, je pense qu'en soi,
Une dispute, ça sert à rien de la laisser s'éterniser. Après, ça dépend des profils, ça dépend de Ouais. l'ampleur, on s'entend. Après, là, on est aussi dans un cadre familial. Ouais. Donc, une dispute au sein d'une famille, enfin, selon moi, c'est pas par... Bon, ça dépend où en est le couple aussi, mais tu as moins de risques d'éclat que dans un couple, par exemple. Ah oui. Parce que là, on sait que c'est la famille, tu sais. Ouais. Et c'est ça qui fait souvent aussi la différence quand on dit oui, ta famille, elle est là, alors que la famille que tu crées, faut vraiment poser des Et fondations. oui. C'est que ton frère ou peu importe, quelqu'un vient t'embêter, c'est ton sang dans tous les cas. On est là, écoute, tu vois. Mon pied, mon nez, tu veux qu'on Voilà, fasse ton pied, quoi? mon pied. Alors qu'une autre personne, si vous n'avez pas ces fondations, qui te force à être Ouais, là, tu vois. clairement. Tu feras moins l'effort, c'est C'est vrai. ça. Et le parent, c'est pareil, c'est que même s'il y a un conflit, c'est le parent, Mm. ça va aller, tu Et vois. puis après, tu vas relativiser et tu te dis, ok, c'est peut-être les derniers moments que je vais avec lui, donc tu vas plus Mm. vouloir en profiter, tu vas être plus conciliant. Il y a des moments où il faut être ferme, il y a des moments où voilà, tu lâches prise, tu es dans le laxisme, et il y a des moments où tu vas être dans un entre deux, on Ouais. propose. Un coup on fait comme ça, un coup on fait comme Mm. ça, ou tu préfères A ou tu préfères B, tu vois, cette souplesse-là aussi, parce que ton parent, c'est ton parent. C'est Oui, pas ton enfant, tu vois. oui. Donc, il a eu son vécu, il a eu son histoire. Et si il y a à tel moment où il veut faire plus cette option-là que cette option-là, c'est son droit, c'est son choix. Peut-être que ça le renvoie à un souvenir ou quelque chose où Mm. il est mal à l'aise aussi, tu vois. Mm, ouais. Il te le dira pas parce que voilà, t'es encore un bébé pour lui, tu comprends pas. Mais en soi, laisse-le prendre des décisions. Et en fait, plus tu vas le laisser dans son autonomie, Mhm. plus il va se maintenir. Mm. Plus tu l'assistes et plus en fait tu encourages sa dégradation en fait. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Euh, oui, on t'a dit d'être dans une position d'aide, on t'a dit d'être dans une position d'assistance, mais Mhm. en fait c'est vraiment de l'adaptabilité. Ouais. Tu vois qu'il sait faire, laisse faire. Parce que toi-même, si tu te donnes l'habitude, le jour où tu vas pas le faire, il va te dire mais tu l'as pas fait. Tu vois? Ouais. Donc laisse le faire, et de temps en temps quand tu vois que la personne est fatiguée, tu dis voilà, exceptionnellement, mamie, papy, maman, papa, je peux t'aider. Mhm. Et voilà, s'il te dit ouais ben là je peux pas faire, fais. Et au contraire, toi ça te fera du bien et lui sera content. Tu l'auras respecté dans son besoin d'estime. En général, pour revenir au cinquième échelon de la pyramide de Maslow, l'accomplissement, il n'y a pas forcément chez les anciens, il n'y a pas forcément, Oui, puisqu'ils ont ouais. déjà eu toute leur vie pour Ouais. essayer pour atteindre leur objectif, Mm. quel que soit, et réussir leur vie. Donc, on est plus sur les quatre échelons. Majoritairement, le besoin de sécurité, appartenance, ça se fait tout seul si la famille, l'entourage, les voisins sont là, c'est bien. Mm. S'il y a du lien social. Et l'estime. L'estime, c'est aussi arrêter de regarder son proche comme un malade. Oui, Franchement, oui, 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 oui. c'est comme si vous, en fait, quand vous étiez malade, on vous regarde que parce que vous êtes malade. Mm. Vous êtes le grippé, vous Et il y êtes en a, c'est pour le... ça qu'ils portent une maladie dans le sens où je veux pas qu'on me regarde avec pitié. Ouais, ouais, C'est ouais. ça, les Mais gens c'est gênant, en changent. fait. Ouais. C'est gênant. Est-ce que toi, t'aimerais... Non, tu veux qu'on rigole avec toi, Mm. tu veux qu'on soit normal. Bon, sois naturel, en fait. C'est Tu vois, ça. reste naturel. Arrête de renvoyer à la personne une image de faiblesse. Est-ce que Mm. toi, t'aimerais qu'on te mette tout le temps dans une position de faiblesse? Avant Mm. d'avoir la maladie, t'étais quelqu'un. Avant d'avoir cette pathologie, accident ou problématique, t'étais quelqu'un. Enfin, et Mm. tu es toujours quelqu'un, tu vois. Et quand tu vas partir, tu veux être quelqu'un. Donc là, c'est ta dignité, en Mm. fait, tu C'est ça. vois. C'est des notions comme ça qui, en fait, pour moi, je trouve que c'est important. C'est des petites maladresses. Euh, Parce que soit on veut faire alors ce qu'on veut qu'on nous fasse, soit c'est la posture qui est inadaptée. Mm. Donc ouais, c'est vrai qu'on apprend à danser, tu vois. Tu apprends à être sur la pointe des pieds, mais voilà, une fois que tu apprends à bien danser avec ton proche, là, c'est bon, tu fais ta danse, ton zouk, tout ce que C'est tu veux ça. avec ton proche, et voilà, c'est bon, et vous partez ensemble. Mm. Et c'est ce qui fait que votre relation, elle va être forte, tu vois. Ça se Mm. développe avec le temps que vous allez passer ensemble. Et c'est pas être tout le temps dans ces positions, tu vois. Mm. C'est se dire, ok, là c'est un voyage. On sait pas ce qui va nous arriver au bout de ce voyage. On espère qu'il va se terminer le plus tard possible pour qu'on puisse profiter des bons moments ensemble. Mais c'est se dire, ok, en fait, dans ce voyage-là, toi et moi, on est ensemble. On va passer des zones de turbulence. On va passer des moments, des fous rires. Mhm. On va passer des moments où on va être dans des impasses.
impasse parce qu'on ne sait pas par où aller, impasse parce qu'on n'a pas d'informations, zone de turbulence parce que on aura des conflits, ça va être toi, moi, ou soit avec les professionnels ou avec d'autres personnes de notre entourage, et des moments de souvenir parce que, ah oui, tu te rappelles le jour où tu as fait tomber ça, ah oui, tu te rappelles, enfin, tu vois, tu as tous ces souvenirs, ah oui, mais tu te rappelles, tu m'avais dit ça alors que c'est pas vrai, enfin, tu vois, tu as ça aussi. Et tu vas avoir aussi tous ces moments, en tant qu'aidant principal, tu vas vivre des moments que les autres ne vivront pas aussi, tu vois. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment un cadeau. C'est ça qu'il faut accepter, en fait, dans la maladie. C'est que du fait de la position et de la vulnérabilité de ton proche, toi, tu vas vivre des moments que les autres ne vivront pas, tu vois. Et moi, j'ai plein d'exemples en tête, des proches avec qui que j'ai accompagné, et même des aidants principaux qui me disent, ça, c'est, tu vois, il n'y a que moi qui l'ai. Oui, tu vois, c'est tellement important, tu vois, je suis totalement d'accord, ouais. C'est toi qui as eu ce moment-là, tu vois. Exactement. C'est un privilège, ouais. C'est vraiment ça, c'est des privilèges que tu vas avoir. Et en fait, plus tu vas passer des bons moments avec ton proche, plus tu vas surmonter toutes ces galères, plus le lien, il va être fort. Et c'est ça qui va faire que ça va t'aider à te relever. Ouais. Quand le moment viendra. Quand le moment viendra, j'allais dire quand il faudra quitter le navire et que chacun va prendre sa direction, tu vois. Donc, c'est ça qui va t'aider aussi dans ton après, dans ton deuil. C'est cette relation que tu as eue parce qu'en fait, moi, je me dis personnellement, aucun regret, tu vois. Je veux qu'il n'y ait aucun regret. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et éviter les « et si ». J'allais y venir, ça en plus. C'est tellement trompeur. Parce que « et si », avec « et si », tu refais le monde, en fait. Ouais, tu refais le monde. Mais en fait, c'est pas possible. Et si, il faut prendre en considération la situation. Exactement. À l'instant T, en fait. Là, tu as réagi avec ce que tu avais, les moyens, tout ça. C'est ce que j'allais dire, c'est se rappeler que c'est un voyage, justement, de fin de vie. Ah oui. C'est que parfois, on a la tête dedans, t'es emprisonné, comme tu dis, t'as la tête sous l'eau. Ça, c'est un truc aussi, c'est important d'avoir ce cadre-là, parce que là, on dit plein de choses pour comment rendre le voyage un peu plus doux. Mais en soi, t'as la tête sous l'eau. C'est quelque chose de pas facile et c'est un voyage de fin de vie. Et quand tu gardes ça en tête, ça t'aide à relativiser dans le sens où tu dis, quoi qu'il arrive, la personne va bientôt partir. Donc, éviter les regrets. Voilà, éviter les regrets, apaiser son cœur. Parce que moi, une chose qui m'a beaucoup marquée, c'était quand justement ma grand-mère est décédée. Et je me souviens, ma mère, elle était assise comme ça, tu sais, vraiment regard dans le vide. Et j'essayais de la consoler, tout ça. Et elle m'a dit, est-ce que j'ai fait assez? Ah oui, c'est souvent la question qu'on se pose. Et je l'ai regardée. J'ai dit, maman, de tous les enfants de Coco, c'est toi qui as laissé ton mari, tes enfants, t'es partie là-bas. J'ai dit, moi-même, tu m'as embarquée. Même si après, tu m'as dit, retourne auprès de papa en France, tu as continué à faire des allers-retours. Elle faisait 6 mois au bled, 6 mois en France. Elle a continué comme ça. Même après, ma grand-mère, elle a pu venir un peu en France pour quand même se soigner un peu. Après, elle est repartie. Elle a continué. Moi, depuis que j'ai 13 ans, ma mère, je l'ai vue comme ça. Elle n'est pas restée fixe, tu vois. J'ai dit, t'as tout fait. J'ai dit, t'as tout impliqué. J'ai dit, même papa, du coup, il s'est impliqué aussi. Alors comme ça, c'est sa belle-mère, c'est pas sa mère. J'ai dit, toutes nos vies a changé pour Coco, là, parce que toi, tu as dit, c'est ma mère. J'ai dit, quel regret. J'ai dit, tu es la personne qui a le plus fait, j'en suis témoin. On va tous témoigner ici. Elle fait, oui, mais même, est-ce que j'ai fait assez? Et ça, c'est une parole qui m'a choquée. Ça, c'est les regrets, la culpabilité, mais c'est surtout le besoin d'être rassurée. Oui, c'est ça. Et après, c'est partir dans des hypothèses, mais si j'avais fait ça... C'est ça, parce qu'elle disait oui, parfois on se disputait et tout. J'ai dit, maman, je suis sûre que Coco, là où elle est en paix. Elle a regardé la finalité. Voilà, c'est ça. Elle sait qu'elle a pu compter sur sa fille. Et, c'est vraiment ça qu'il faut garder. Alors oui, franchement, le sentiment de culpabilité, c'est poignant parce qu'il est là. Hein. Des fois, tu vas dire une parole de travers, tu vas avoir une réaction parce que toi aussi, tu es fatigué, en fait. Faut aussi se rappeler que tu vas réagir avec des émotions. Tu es un être humain, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important de te connaître et d'être à l'écoute de tes émotions, de ton corps. Qu'est-ce que tu ressens? Si tu es fatigué, c'est mieux de dire, OK, là, je passerai pas aujourd'hui, je passerai demain. Je vais me reposer et c'est ton droit, en fait. C'est ça, ton équilibre. C'est ta responsabilité. C'est que tu as la responsabilité de ton proche, mais aussi de toi-même. Donc, la fatigue, la charge mentale que tu vas avoir, tout ce que tu dois gérer plus ta vie perso, c'est un tout, ça s'accumule. Donc, il y a toujours des moments
où tu vas te dire, ouais, j'aurais dû faire comme ci, comme ça sera jamais parfait, en fait. Ouais, ce sera jamais Mais parfait. vise pas la perfection, vise l'excellence. Et ça, c'est Mm. un conseil que je me donne aussi à moi-même, tu vois. L'excellence, c'est mieux. La perfection, c'est inatteignable. Tu seras jamais l'aidant parfait. Tu seras jamais l'enfant parfait que ton parent veut. Sors de cette posture-là. Et en plus, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Par contre, vise l'excellence, aie un bon comportement, aide ton proche, rigole, passe des bons moments. Tu sais, ça, subhanallah, ça me fait penser à une ayat du Coran de Surat Ar-Rahman, justement, Ah oui. qui dit, je crois que pour moi, cette ayat, c'est ma préférée du Coran, c'est Hal jaza ou l'ihsan illa l'ihsan. Y a-t-il Oui. d'autres récompenses pour l'excellence que l'excellence? C'est vrai. C'est ce Et que c'est ce tu qu'il faut donnes, s'arrêter. c'est t'inquiète pas pour ça. Et en fait, ta récompense, tu vas l'avoir dans plein de choses. C'est juste prendre le temps. En fait, tu verras que même ta récompense, ça va être le sourire de ton proche. Tu vois, quand ton proche, il va te regarder, il va te faire un petit sourire. C'est cette image-là que tu vas garder. C'est ce son-là, c'est cette paix intérieure-là que tu vas garder et tu vas le sentir. Tu vois, c'est marqué dans ton cœur, tu vois, quelque part. Et tu vas dire, ok, j'ai fait tout ce que j'ai pu et tout ce que j'ai fait pour mon proche. Donc après, c'est vrai que tu vas apprendre à travailler ta confiance en toi parce que tu vas devoir prendre des décisions, soit rapidement, soit avec des grosses conséquences en fonction de ta situation, encore une fois. Et tu vas peut-être devoir affronter contre vents et marées plein de personnes, que ce soit les médecins, ta famille ou des trucs comme ça. Donc ça, ouais, tu vas travailler ta confiance en toi, ton estime de soi, tu vois. Donc, encore une fois, comme je dis, c'est un effet miroir. Tu travailles en aidant ton proche, tu t'aides toi-même aussi. Donc ça, déjà, c'est une belle récompense pour toi. C'est un bel investissement et en termes de développement personnel, franchement, je pense que t'es pas mal parce que là, c'est du concret. Tu vois, t'as la partie théorique que tu vas trouver sur Internet et tout, mais t'as la partie vraiment factuelle où là, c'est ça qui va te donner ton diplôme en fait. C'est ça qui va dire, ok, toi, t'es validé ou toi, t'as encore des choses à revoir. C'est dans les faits, qu'est-ce que t'as fait, tu vois. Cherche pas à faire des montagnes. Un petit truc, ça suffit. Un sourire, un toucher sur la main, une caresse, franchement, ça suffit. Comme un enfant. Un enfant, il n'a pas besoin qu'on lui achète 15 000 jouets. Totalement. Combien d'enfants on voit avec un morceau de bois, ils sont contents, ils font de l'imagination de ouf. Ils ont développé plein de trucs et écoute, ils sont contents, ils te remercient pour ça, tu vois. Bah, ton parent, c'est pareil. Dans la simplicité, donne le meilleur de toi-même, dans la simplicité. Prends ton parent, tu l'emmènes faire une promenade, même si c'est pour aller manger dans un petit restaurant, un petit fast-food en bas, c'est bien. Tu l'as fait sortir de son quotidien. Et ça, franchement, c'est des sourires. Là, moi, tu vois, par exemple, ça m'a donné dans la tête, j'ai mon image de mon grand-père. À chaque fois que je venais, on allait se poser c'était notre petit rituel, en fait, à nous deux. On allait se poser au Quick. Il connaissait pas. Il me disait, mais c'est trop bon. Il me disait, c'est trop bon. Tu vois, il connaissait pas, mais tu vois, moi je me disais, ouais, c'est quick en fait. Tu vois, c'est un truc, c'est banal, c'est des frites, c'est du pain. Pour lui, il était grave content. Tu vois, il revenait comme un enfant. Et on avait nos petits rituels, tu vois. Et c'était le plus important. Tu vois, et ça, c'est ce qu'il attendait. Pareil, avec ma grand-mère, on avait nos petits rituels. On allait se promener. Ma mère aussi, c'était pareil. On avait nos petits rituels aussi. Et c'est ça le plus important. Toi, c'est ça que tu vas garder. Et ton proche, c'est avec ça qu'il part. Tu vois. Donc, cherche pas à faire des tonnes pour montrer que tu sais faire et après te plaindre et dire oui, regardez, moi j'ai fait. Parce qu'il peut y avoir aussi ce conflit avec l'ego de dire oui, regardez, moi j'ai fait. Mais en fait, tu perds toute la valeur. Tu perds toute la valeur de la beauté du geste que tu es en train de faire. Reste dans la simplicité. C'est ça. Tu vois, c'est très bien ce que tu as fait. Tu le fais pour toi. Tu vois, tu le fais pour toi. Alors oui, le besoin de reconnaissance, je rebondis à ce que tu disais par rapport à ta maman, il est là. Il est là, on est humain. Tu vois, de la même façon qu'un Après, parent, je pense que c'est une phase du deuil aussi. Parce que c'est pas, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le sens où c'était fort au vu de tout ce qu'elle a fait, mais c'est pas quelque chose qui est resté dans le temps. Oui, du coup, pour moi, c'est plus le besoin de se rassurer. Oui, tu vois, c'est plus le besoin de je me rassure, est-ce que j'ai bien fait? Et après, elle va elle-même retracer et se dire, ouais, je pouvais pas faire plus. C'est ça, ouais. J'ai fait avec ce que je pouvais, mes moyens du bord. Donc, on a vécu ce voyage-là ensemble et on a fait ce qu'on pouvait. Donc là, c'est son moyen aussi à elle de se rassurer. Et c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est humain, normal. ouais. C'est la culpabilité. Voilà. Après, encore une fois, il ne faut pas que ça soit excessif. Tu vois.
si tu rentres dans des remords, bah là oui, il faudra te poser des questions sur la relation que tu as eue, mais en fait, en soi, c'est fini. Oui, Tu ouais. vois, en soi, c'est fini. Donc, si tu te dis euh, qu'avec cette personne-là, ça s'est mal passé, tu te dis, écoute, c'est pas grave. Fait, c'est fait, je peux plus revenir en arrière. La machine à remonter le temps, on n'a pas encore trouvé ça. Hein. Mhm. Par contre, pour les prochaines relations que tu vas avoir, apprends de tes erreurs en fait. Apprends, ok. Tu vas te rappeler que, ben voilà, avec cette personne-là, tu as manqué d'empathie. Ben ok, pour les prochaines relations que tu vas avoir, je serai un peu plus empathique, j'aurai une posture un peu plus d'écoute, je serai je vais faire plus de trucs, voilà, Mhm. sans être dans la culpabilité. Et puis, quand tu n'es pas formé, tu peux pas être Aussi, parfait, tu ouais. vois. On t'a pas expliqué, on t'a pas montré, tu as appris sur le tas. Donc c'est normal qu'il y ait des maladresses, Mhm. et même les soignants, quand ils s'occupent de leurs parents, eux aussi, tu perds aussi tes moyens, tu vois. Mhm. Alors oui, tu as tout l'aspect technique, donc ça te facilite. Tu comprends très bien la maladie, tu comprends le vocabulaire, le jargon médical et tout ça, tu comprends au niveau des démarches, tout ça. Mais l'émotionnel, je suis désolée. Mhm. Aujourd'hui, on manque de formation pour la gestion des émotions, pour les Mhm. aidants, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est très absent. Le soutien psychologique, ça se développe, mais c'est des choses aussi qui, pour moi, sont très absentes, tu vois. Mhm. Et moi, du coup, c'est ce que je me dis, c'est important. C'est ce que je propose. Il faut que ça soit complet. Mhm. Je peux pas te donner et te dire tu fais ça, 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 mais je vais te donner des pièces de puzzle. Je vais te donner comment on dit, des outils. Et comme un mécanicien, à chaque situation, tu vas savoir quel outil Oui, utiliser c'est en ouais. fonction de la situation que tu as, tu vois. Mhm. C'est ça le plus important, en fait. C'est d'être outillé. C'est C'est ça, vraiment ça. c'est exactement ça. Il y a une question à laquelle on a répondu justement, c'est, j'allais dire, quel conseil t'aurais à donner, mais du coup, on a répondu. Et pour conclure, justement, le fait de reparler de ton accompagnement, de ce que tu proposes. Donc, comment ça se passe exactement? Est-ce qu'on est renseigné aussi sur les aides qu'on peut avoir administrativement, le côté émotionnel aussi? Donc, comment ça se goupille? Alors, moi, pour l'instant, j'ai commencé à faire des accompagnements individuels ou familiales avec des familles. Donc, c'est-à-dire que je leur propose 6 heures à peu près, Mhm. réparties sur un trimestre, dans lequel, voilà, pendant ce trimestre-là, je les renseigne, je les oriente, je leur donne. En fait, ça dépend à quel stade tu en es. Est-ce que tu en es au stade où on vient d'apprendre la maladie? Est-ce que tu en es dans la partie gestion du quotidien, enfin au quotidien? Ou est-ce que tu en es dans un stade beaucoup plus avancé où il y a la dépendance et on arrive à la fin de vie? Donc, chaque Mhm. accompagnement est plus personnalisé et adapté à sa situation. Ok. Donc, ça te permet d'avoir vraiment quelqu'un bah, qui connaît tes besoins et qui va vraiment t'orienter. Si tu as besoin si tu as besoin de conseils et trouver des informations, moi je vais faire, mais je vais aussi t'orienter vers les assistants sociaux. En fait, ça sert à rien de faire Mhm. un doublon sur certaines choses. Il y a déjà des professionnels qui sont là. Moi, je vais beaucoup plus insister sur la partie au quotidien. Parce D'accord. qu'une fois que tu as fait les démarches, que tu as compris un peu dans quel bourbier tu étais, et dans voilà, à quel point c'est difficile, enfin qu'il y a pas mal de choses à gérer, parce qu'en fonction de ton âge, en fonction de si tu as plus de 60 ans, tu vas dépendre plus ou moins de 60 ans. Si tu as moins de 60 ans, c'est la Sécu et la mutuelle. Encore Mhm. faut-il trouver une bonne mutuelle. Si tu as plus de 60 ans, ça va être soit ta caisse de retraite, soit le département et tout ça. Donc déjà, comprendre tout ça, tu vois, Mhm. c'est déjà OK. Tu vas frapper plusieurs fois à la mauvaise porte. Donc déjà, le temps que tu comprennes tout ça, voilà. Moi, je suis là pour un peu de facilité dans tout ça. Après, moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est vraiment la partie se préparer à aider un proche au quotidien. Mhm. C'est-à-dire que là, et je trouve qu'il y a un vrai manque à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on se fait quand le proche revient à domicile, par exemple. Dans le cas d'une D'accord. sortie de l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une fois que les aides sont mises en place, ok, c'est mis en place, mais après, comment je gère les émotions? Comment je gère les pleurs, les inquiétudes de mon proche, les colères et tout ça? Comment je gère les situations conflictuelles que je vais avoir? Parce qu'il y en aura. Encore une fois, il y a des émotions, il y a une charge, donc il y en aura. Comment j'adapte une bonne posture avec mon proche, comment je communique bien avec lui, comment j'adopte des bonnes pratiques, notamment dans la partie soins, la gestion des médicaments, Mhm. la gestion, enfin, aider à faire son proche à sa toilette, s'habiller, tout ça, c'est beaucoup de choses. Et je pense Ouais. que c'est très absent.
vraiment très absent. Et moi-même, pour l'avoir vécu, franchement, ça m'a fait du bien d'avoir une piqûre de rappel. Tu vois, d'avoir quelqu'un qui me dit ok, ben là, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Là, pensez à faire telle démarche, pensez voilà, quand vous faites des soins, rappelez-vous, penchez-vous bien pour éviter les mal de dos, organisez-vous bien par rapport à la gestion des repas. Tu vois, c'est bien d'avoir des petites piqûres de rappel. Donc moi, c'est vraiment cette partie-là, accompagner son proche au quotidien le plus sereinement possible et jusqu'à sa fin de vie, tu vois. Parce que chaque jour, c'est des fois des situations différentes. Donc, moi, c'est ce que je propose. Donc, je le propose là, principalement sous forme d'accompagnement. Ensuite, d'ici la fin d'année, il y a une formation en ligne qui va sortir avec tout de résumé. En fait, moi, je veux vraiment que tous les aidants, ils aient les bases. Que voilà, vous ayez les outils et après, si vous voulez aller plus loin, ben, je serai là pour vous accompagner. Mais je trouve que ça manque. Et même moi, je me dis, en fait, ça m'aurait fait du bien d'avoir cette formation-là. Je l'aurais écoutée comme piqûre de rappel de temps en temps pour me dire, ah oui, c'est vrai, ah oui, dans ta situation, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ben là, il faut être plus patient, ah oui, là, c'est vrai, il faut que je contacte un tel. Ça, c'est un rappel. Et ça t'aide aussi à t'auto-évaluer et te dire, ok, là où j'en suis par rapport à ça. Ensuite, pour l'année 2025, je vais partir plus sur des formats collectifs. D'accord. Plus sur des formats collectifs avec des ateliers, des formations en présentiel à venir. Ok, d'accord. Inch'Allah. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Et franchement, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour ta confiance. Ouais, franchement, c'est un sujet dont on manque et qui pourtant est de plus en plus présent dans nos quotidiens et qui pèse aussi, qui pèse vraiment. Donc, je suis contente qu'on ait pu l'aborder. Et puis, j'espère que derrière, tu auras des retours et puis que ça aidera aussi des personnes qui peut-être vivent ça en ce moment. Et en écoutant ça, ça va apaiser un peu les cœurs. Parce que, comme on a dit, voilà, l'important, c'est de prendre du recul et parfois recontextualiser tout ça, quoi. Oui, et se rappeler que vous êtes aussi accompagné, entouré. Que cette situation que vous vivez, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu aussi. Donc, qui sont là aussi pour vous aider, vous soutenir et vous aider à aller de l'avant. Moi, le dernier mot que je dirais, c'est profiter de ces moments avec votre proche. Profitez de cette aventure parce que vous allez gagner beaucoup en maturité, beaucoup en connaissance de vous-même. En fait, c'est vous qui êtes gagnant dans l'histoire. Plus vous allez vous impliquer à juste milieu et plus vous allez recevoir derrière, c'est énorme. Donc voilà, même s'il y a des situations qui sont compliquées et autres, faites de votre mieux. C'est vraiment le plus important et profitez. Profitez de ce que vous avez. C'est le plus important et c'est ce qui va rester. Après, le reste, c'est des futilités. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, paix amour sur vous et à une prochaine vidéo. À bientôt.